Donc Woody Allen est évidemment un réalisateur contemporain extrêmement célèbre, dont vous avez tous vu des films, parce qu'il a la particularité de réaliser un film par an, ce qui est très rare dans le cinéma moderne. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de Woody Allen sous un angle un petit peu particulier, enfin un double angle en fait. C'est comment ce comédien qui est devenu réalisateur, qui a commencé à jouer beaucoup dans ses propres films, et puis petit à petit il s'est retiré comme comédien pour devenir un auteur à part entière et demander à d'autres comédiens de tenir des rôles qui ressemblent à ce qu'il est lui-même. Je ne sais pas qui a vu auparavant qui a vu Manhattan, mais j'imagine que la plupart des gens dans cette salle ont déjà vu Manhattan. Donc évidemment, on va s'axer sur ce film parce que c'est un film, je dirais, totalement emblématique dans sa carrière. Pourquoi? Parce que ce film a été réalisé en 1979. À cette époque, Woody Allen était surtout célèbre aux États-Unis et populaire en tant que comédien. Il était même considéré comme le 4e comédien le plus populaire aux États-Unis. Ça vous en dit sur sa notoriété. Et à ce moment-là de sa carrière, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il décide donc de se consacrer plus particulièrement à la réalisation. Il a fait au début des années 70 quelques comédies, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander, Bananas, Woody et les robots. Et puis est arrivé un film qui s'appelle Guerre et amour, qu'il a réalisé en 1975, qui est un film, qui est une comédie qui se passe à l'époque napoléonienne, dans laquelle il y a plein de références aux cinéastes que Woody Allen adorait, notamment Ingmar Bergman. Et à partir de ce film, donc Guerre et amour, la critique a commencé à le prendre en considération vraiment en tant que réalisateur. Le film suivant a été très important dans sa carrière, puisqu'il s'agit d'Annie Hall, qui est un film absolument majeur dans sa carrière, parce que pour la première fois, il parlait sérieusement de problèmes qu'il avait évoqués jusque-là, vraiment uniquement sur le ton de l'humour. Jusqu'à présent, Woody Allen était considéré comme un réalisateur de comédie, qui pouvait dire des choses graves, mais en fait on n'y prêtait pas attention parce que c'était vraiment dans le contexte d'un film qui était fait pour détendre et pour faire rire. Avec Annie Hall, on se rend compte qu'il y a quelque chose de plus chez ce cinéaste, que notamment il a une vision du couple qui est très personnelle, qu'il a, en l'occurrence, ce couple, il est interprété par Diane Keaton, qui était sa compagne à l'époque, et lui-même. Donc on a vu dans Annie Hall plein d'éléments qui paraissaient biographiques, alors qu'en fait, Woody Allen, par la suite, a démontré qu'en fait, il y avait plein de choses qui faisaient que ce film était un film de pure fiction. Il n'empêche que c'est quand même le film emblématique de toute son œuvre. Après ce film, qui a été un énorme succès populaire, qui a été à la fois accueilli bien par la critique et par le public, ce qui n'est pas toujours le cas pour des auteurs, surtout aux États-Unis, eh ben, il s'est lancé un défi et il s'est dit qu'il allait carrément changer son fusil d'épaule et faire un film dramatique. Il a réalisé à ce moment-là un film intitulé Intérieur, qui est un film qu'on a qualifié de purement bergmanien, puisque c'est une histoire très sombre de 3 femmes. Là, il n'y a aucune place qui est laissée à l'humour. Lui n'apparaît pas dans le film. Enfin, il y a vraiment quelque chose de complètement dramatique, et il voulait en fait montrer qu'il était capable de faire comme Bergman. Ingmar Bergman étant son idole depuis toujours. Seulement, ce qui s'est passé, évidemment, était un petit peu attendu, c'est que la critique, surtout en Europe, a été très positive, mais elle a été beaucoup plus frileuse aux États-Unis, et surtout, le film a été un échec commercial terrible. Au lendemain de ce film, il a donc réalisé le film que vous avez peut-être vu tout à l'heure, ou vous avez vu sinon, qui s'appelle Manhattan. Et là, il s'est passé quelque chose d'autre, puisque avec ce film, donc, il a tenté de mélanger ces deux influences, c'est-à-dire de faire un film qui soit comme Annie Hall, une histoire, une comédie, on va dire, sentimentale, comédie étant pris au sens large,
c'est-à-dire que ce n'est pas un film qui est destiné à faire rire, mais c'est un film dans lequel il y a des moments qui font sourire. Et puis, derrière ce film, il y a l'histoire d'un homme et de ses rapports avec 3 femmes, et de comment il va arriver sur le plan psychologique à gérer cette espèce de conflit qu'il y a en lui, qui fait qu'il n'arrive pas à choisir entre ces 3 femmes, sur lesquelles je reviendrai par la suite, parce que ces 3 femmes incarnent chacune on va dire un modèle alénien. C'est-à-dire que pour vous résumer, il y a donc, on retrouve Diane Keaton. Alors Diane Keaton, c'est la femme qu'il va rencontrer, avec qui on sent qu'il va nouer une liaison sur la durée. Mais au moment où il rencontre cette femme, il est déjà confronté à 2 autres femmes. La première, c'est son ex-épouse, qui est d'ailleurs incarnée par Meryl Streep, et qui, elle, l'a quittée et pour vivre avec une autre femme. Donc c'est en tant que macho, on va dire macho new-yorkais, pour Woody Allen, c'est la pire des offenses. Il se met à douter de sa virilité, puisqu'il se dit « Ah, mais ma femme m'a quitté pour une autre femme, c'est donc que j'ai raté quelque chose ». Et le pire dans cette histoire, c'est qu'en plus sa femme veut écrire un livre sur leur histoire. Donc ça multiplie les offenses. Et puis il y a une 3e femme, qui est en fait, en l'occurrence, une jeune femme, puisque c'est une femme qui a 17 ans, qui s'appelle Tracy, qui est étudiante, et avec laquelle il vit, mais il vit un petit peu une espèce de, on va dire, de liaison sentimentale assez libérée. Il se dit que cette jeune fille qui a 17 ans, il va pouvoir lui apprendre des choses, qui va pouvoir, entre guillemets, la former. Et puis elle, finalement, elle est très libérée sur le plan sexuel, et donc elle voit rien à redire avec le fait, en l'occurrence, de vivre, même si c'est pour un temps limité, avec un homme qui a 25 ans de plus qu'elle. Donc, au milieu de tout ce maelstrom, c'est comment ce personnage qui est Woody Allen, parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement que par son véritable nom, et puis parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui viennent de lui, c'est comment cet homme va arriver à gérer ses relations avec les femmes. Et ça, je dirais que c'est le cœur de l'œuvre de Woody Allen, c'est ses rapports avec les femmes. Il y a un deuxième élément qui est très important, sur lequel on va revenir en détail dans ce film, c'est qu'évidemment il s'appelle Manhattan. Pourquoi il s'appelle Manhattan? Parce que Woody Allen a un amour absolument absolu pour la ville dans laquelle il a grandi, qui est New York. Lui a grandi à Brooklyn, et Manhattan, ça incarne un peu pour lui la réussite. C'est-à-dire que d'abord Manhattan, c'est l'endroit où il y a Broadway. Et on remarque, par exemple, qu'il y a 2 films de Woody Allen dans lesquels il y a le mot Manhattan dans le titre. Il y a Manhattan, évidemment, et Meurtre mystérieux à Manhattan. Et puis il y a 2 autres films dans lesquels il y a le nom de Broadway, parce que le Broadway, c'est quoi? C'est la partie de New York et la partie de Manhattan qui incarne le spectacle, donc le rêve, donc l'illusion, donc ce monde qu'il a fait rêver depuis qu'il est enfant et auquel il a envie d'appartenir. Il y a donc Broadway d'Annie Rose et il y a Coup de feu sur Broadway, qui sont ces 2 films dans lesquels il y a le nom de Broadway. Il y a quelque chose d'important par rapport à la carrière de Manhattan. C'est que Manhattan est le premier film de Woody Allen qui a été présenté au Festival de Cannes, donc dans un festival mondialement connu. Il a fait l'ouverture du Festival de Cannes en 1979, mais avant de faire l'ouverture du Festival de Cannes, il s'est passé quelque chose d'assez particulier, c'est qu'une fois que Woody Allen a eu terminé son film, il l'a visionné comme il est de coutume, et il a été tellement effrayé par le résultat qu'il a proposé à la société qu'il avait produit, les artistes associés, de leur racheter le film. Et il leur a dit, moi je ne veux pas que des gens voient ce film, il est trop mauvais, c'est pas possible. Et alors ça laisse rêveur quant à la vision qu'un réalisateur peut avoir de sa propre œuvre, puisque effectivement le film non seulement est passé à Cannes, mais est sorti, a été un succès à peu près partout, et a été considéré comme le premier film artistiquement abouti de Woody Allen, et notamment parce que c'est un film qui a été tourné en cinémascope et en noir et blanc, que c'est un parti pris esthétique quand même audacieux et qui témoignait de l'ambition du réalisateur à cette époque-là. Ce qui est assez amusant, c'est que quand Woody Allen donc, a demandé aux artistes associés de ne pas sortir ce film, il leur a dit, et en échange, je vais vous réaliser un autre film gratuitement.
Et il a effectivement, là, ils ont dit, bah oui, si vous réalisez un autre film gratuitement, allez-y, pas de problème. Donc il a fait un film qui s'intitule Stardust Memories, dont je vous montrerai un extrait tout à l'heure. Et ce film de Woody Allen, c'est un film extrêmement nombriliste, c'est un film là encore en noir et blanc, qui parle en fait des affres d'un metteur en scène qui est obsédé par son œuvre et dont la vie est complètement imbriquée dans ses créations. C'est-à-dire que ça se passe entre la réalité et l'onirisme en permanence. Donc c'est un film qui est en fait, on va dire, très conceptuel et qui, lui, paradoxalement, a été un échec total et qui a été éreinté par la critique et qui a été boudé par le public. Donc en fait, c'est une deuxième preuve du fait que Woody Allen n'avait pas forcément une vision très juste de ce qu'il faisait à l'époque. Un jour, il y a une phrase de Woody Allen. Woody Allen est connu aussi parce que non seulement il a réalisé des films, mais avant de réaliser des films, il a écrit des gags pour des humoristes, il écrivait même, il a débuté, il vendait des petites histoires drôles pour des journaux. Quand il avait l'âge de 15 ans, en fait, il gagnait déjà sa vie alors qu'il était au lycée, c'était pas un élève extrêmement assidu, et il gagnait son argent en vendant des histoires drôles à des journaux. Et puis, il a commencé à travailler pour la télévision, pour des émissions de télévision, pour lesquelles il a également écrit des sketchs, il a écrit des numéros pour les animateurs, comme a pu le faire également Mel Brooks, sans être évidemment crédité. Puis, la phase suivante a consisté pour lui à devenir ce qu'on appelle un stand-in comedian, c'est-à-dire un acteur qui se produisait en général dans des boîtes de nuit, et qui racontait sa vie, en l'occurrence, comme un autre très célèbre animateur de l'époque qui s'appelait Lenny Bruce. C'était des comiques qui étaient typiques de New York et qui en fait faisaient de l'humour avec leur propre vie. C'est-à-dire qu'ils racontaient des choses qui leur arrivaient, mais évidemment ils décalaient cette réalité. Et Woody Allen est le seul en fait qui par la suite a fait des films sur ce modèle-là. Mel Brooks, par exemple, qui a fait également des films, a fait des films qui sont des comédies traditionnelles, mais où il n'a pas du tout utilisé cette qualité qui est en fait de parler de soi en essayant de faire rire les autres. Il y a je disais donc, il y a une phrase de Woody Allen que je trouve assez intéressante, qui peut faire réfléchir. Il a dit un jour, « L'avantage d'être intelligent, c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile. » Alors que l'inverse est totalement impossible. Et je pense que ça définit très précisément sa philosophie de ce que doit être une œuvre artistique, même si lui-même se défend d'être un artiste. C'est quelque chose qui pour lui n'est pas, c'est pas concevable. Il dit le jour où je mourrai, de toute façon, mes films disparaîtront également. Et il ne croit pas du tout à l'éternité artistique, contrairement à certains créateurs qui filment, qui peignent, qui composent de la musique pour la postérité. C'est pas du tout le cas de Woody Allen. Alors, je voudrais, avant d'aller plus loin dans Manhattan, je voudrais que vous réagissiez. Je voudrais que ce soit un échange entre nous et que si vous avez des choses je sais pas, si vous avez vu Manhattan, si vous avez vu L'Homme Irrationnel, et que ces films, sans spoiler effectivement L'Homme Irrationnel, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne l'ont pas encore vu, je suis là aussi pour répondre à vos questions par rapport à ces deux films qui sont l'un et l'autre pour des raisons très différentes, des films très riches, et il faut savoir quand même qu'ils ont été réalisés à 35 ans d'intervalle. Donc c'est la même personne qui l'a réalisé, mais il n'est pas en plus dans L'Homme Irrationnel, et pourtant c'est des films, je pense, enfin c'est mon opinion personnelle, je pense que ces deux films, on voit dès les premières images qu'ils ont été réalisés par le même homme. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais... n'hésitez pas en tout cas à demander, il y a un micro, je crois, qui peut se promener parmi vous, si vous avez des remarques à faire ou des questions à poser, il n'y a aucun problème. Alors Woody Allen est évidemment donc réalisateur de renom, c'est aussi un acteur. Ses débuts ont été vraiment totalement associés. C'est-à-dire que c'est parce qu'il était un acteur qu'il a pu devenir un réalisateur, parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs
américains qui ont été avant, qui ont fait d'autres métiers, alors qu'en France, on est souvent assistant réalisateur pour devenir réalisateur. Aux États-Unis, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire que les réalisateurs sont soit des gens qui deviennent réalisateurs après avoir écrit des scénarios, soit après avoir été comédien, soit après avoir pratiqué d'autres métiers, ce qui peut être le cas de pas mal de gens. Woody Allen, la particularité, c'est que son œuvre comme comédien est assez indissociable de son œuvre en tant que réalisateur. Et là, je ne parle pas uniquement des films qu'il a réalisés et dans lesquels il joue, mais également de ceux dans lesquels il arrive qu'il soit apparu comme acteur, mais qu'il n'a pas réalisé. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on se rend compte que quand Woody Allen, entre guillemets, fait l'acteur, eh ben les réalisateurs qui font appel à lui, en fait, lui demandent toujours de jouer ce qu'il est. Et il a d'ailleurs souvent expliqué qu'il n'était pas du tout un acteur de composition, qu'il pouvait uniquement jouer qui il était, et que donc c'était normal que quand on voit un film avec Woody Allen, on voit Woody Allen avant de voir son personnage. Woody Allen a commencé, donc je vous disais, avec des comédies dont il était l'acteur principal. Il avait toujours la particularité, c'est qu'il avait toujours des rapports un petit peu compliqués avec les femmes. Et à un moment donné, il y a une femme qui est entrée dans sa vie et dans son œuvre, qui est Diane Keaton, et qui a joué un rôle extrêmement important, puisque c'est vraiment à travers elle, en fait, qu'il a découvert qu'il était ce qu'on appelle un réalisateur de femmes. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un réalisateur de femmes? Vous allez me dire, c'est un petit peu réducteur. On considère comme réalisateurs de femmes des gens comme Ingmar Bergman ou, par exemple, Georges Cukor, qui sont des réalisateurs qui ont plutôt donné des rôles plus importants aux femmes qu'aux hommes. Sinon que Woody Allen a toujours dit que, en fait, ce qui l'intéressait, c'était pas tant d'être un réalisateur de femmes, mais qu'il s'était rendu compte à un moment donné que la psychologie féminine était beaucoup plus intéressante que la psychologie masculine, et qu'il y a toujours des hommes dans les films de Woody Allen. C'est vrai qu'Intérieur est un film qui tourne beaucoup autour de femmes, mais c'est quand même un film dans lequel il y a des hommes. Donc même si il semble plus à l'aise avec les personnages de femmes, en fait, il montre toujours dans ses films des hommes qui sont aux prises avec les femmes. Donc ça veut dire qu'il n'arrive pas si bien que ça à cerner les femmes. Donc c'est assez, c'est une posture assez complexe. Il y a une autre chose qui est très importante, alors qu'on voit évidemment dans Manhattan, c'est l'importance de New York comme inspiration pour Woody Allen. On a constaté, quand on regarde les films de Woody Allen, on reconnaît des endroits, on voit, il a tendance à aller un peu toujours dans les mêmes endroits, et puis quand on lit des biographies de Woody Allen, on se rend compte qu'en fait, il a filmé beaucoup d'endroits dans lesquels il allait lui-même régulièrement. Donc il y a vraiment aussi, sur le plan du lieu, une interaction directe entre ce qu'on voit dans les films et ce que Woody Allen vivait dans sa vie. Il y a d'ailleurs un moment qui a été particulièrement touchant, qui s'est passé début 2002, au moment de la cérémonie des Oscars. C'est quand Woody Allen, qui n'a jamais assisté, qui a été nommé souvent aux Oscars, qui a souvent obtenu des Oscars ou fait avoir des Oscars notamment à ses actrices, il a toujours boycotté la cérémonie des Oscars. Alors, il faut un peu expliquer pourquoi. En l'occurrence, pourquoi? Eh bien, parce que, pour une raison très simple, c'est que le prétexte qu'il invoquait était que Woody Allen est aussi musicien. Il joue de la clarinette et il s'arrangeait toujours pour jouer de la clarinette le dimanche soir, c'est-à-dire le soir où, comme par hasard, se tenait la cérémonie des Oscars, ce qui était une bonne excuse pour ne pas y aller. Et donc, quand il a triomphé, par exemple, avec Annie Hall, ben, il n'était pas là, il était en train de jouer de la clarinette à l'époque dans un endroit qui s'appelait le Michael's Pub, où les spectateurs ont appris par le bouche à oreille, parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, que Woody Allen venait de triompher aux Oscars. Et puis, il a fait quand même une entorse à cette espèce de règlement personnel, intérieur, qui est justifié uniquement par des considérations. On peut penser aussi que c'est parce Woody Allen est quelqu'un de plutôt timide, plutôt discret, et qui n'a jamais goûté le fait de participer à des festivals, le fait d'aller dans des démonstrations
publique importante. De même qu'il il a toujours refusé, par exemple, que ses films soient présentés en compétition dans les festivals. Jamais aucun film de Woody Allen n'a été présenté dans un festival en compétition, parce qu'il a décrété un jour que si un de ses films était présenté s'il acceptait qu'un de ses films soit présenté en compétition, il n'accepterait le principe de compétition que si tous les autres cinéastes en lice avaient réalisé un film sur le même sujet. Parce qu'il considérait simplement qu'on ne peut pas comparer des poires avec des pommes ou avec des oranges, et qu'il fallait que dans ce cas-là, tout le monde ait la même chose, la même mission à accomplir, et que dans ce cas-là, ça serait équitable. Toujours est-il qu'il a quand même eu des prix dans les festivals, parce que c'est le roi des présentations de films hors compétition qui ont pourtant eu des prix qu'on a inventés pour l'occasion. Il a eu une palme d'or d'honneur, il a eu un lion d'or d'honneur, enfin il a eu à peu près tout ce qu'on peut avoir, mais sans jamais participer. C'est un petit peu, on va dire, le contraire de Pierre de Coubertin. Donc pour en venir aux Oscars, l'année 2002, donc Woody Allen a fait une entorse et est venu aux Oscars pour une raison très particulière. Je vais vous laisser découvrir. Je suis désolé, l'extrait que vous allez voir n'est pas sous-titré. Je pense que vous allez comprendre ce qu'il dit. Il faut savoir donc c'est début 2002, et c'est ça qui est important, c'est 6 mois après les attentats du 11 septembre. Donc c'est le premier extrait. So, for New York City, I'll do anything. I got my tux. I came out here. It's a great, great movie town. Ever since I was a little kid, movies that I grew up on in New York, movies that were shot there. It's been a great, romantic and exciting backdrop for movies in New York. And it's a great place to come and work and make your movies because it's still a thrilling and very, very exciting. Oui, donc je pense que vous avez compris en substance ce qu'il dit. En fait, Woody Allen a accepté et a demandé même à venir ce soir-là parce qu'après les attentats du 11 septembre, il y a beaucoup de réalisateurs et notamment de producteurs qui ont peur de venir tourner à New York en se disant c'est risqué, c'est dangereux. Et donc Woody Allen a fait, c'est d'autant plus important sur le plan symbolique qu'il n'était jamais venu aux Oscars. Il est venu pour justement défendre la cause de New York et demander à ses confrères, en sachant que c'était évidemment montré dans le monde entier, à ses confrères de revenir et de venir tourner à New York, parce que New York restait la plus belle ville à ses yeux. Voilà, donc c'est important. Alors Woody Allen est un cinéaste qu'on apprécie, qui a été plus finalement apprécié souvent en Europe qu'aux États-Unis. Il est arrivé à certains films de Woody Allen de faire plus d'entrées en Espagne qu'à New York. Je dis à New York parce que ces dernières années, certains de ses films ne sont même pas sortis ailleurs qu'à New York. Et d'ailleurs il est parti pendant quelques années, il s'est un petit peu exilé pour venir tourner en Europe parce qu'il est allé vers les gens qui avaient envie de voir des films de Woody Allen et qu'en Europe il savait qu'il était en terrain, je dirais, amical. Il n'empêche que cette fascination de l'Europe pour Woody Allen et cette fascination de Woody Allen pour l'Europe sont imbriquées. C'est que Woody Allen est quelqu'un qui a découvert, comme beaucoup de gens de sa génération, il y a en ce moment, Martin Scorsese était à Paris il y a quelques jours, il est à Lyon, je crois, là, en cette fin de semaine, et il a beaucoup insisté sur le fait qu'il ne serait rien sans le cinéma français, sans le cinéma européen. Et pourquoi? Parce que ces cinéastes qui sont relativement contemporains, Woody Allen est né en 1935, donc il a commencé à faire son apprentissage cinématographique, on va dire, juste après la guerre. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un énorme mouvement en Europe. Il y a eu le néo-réalisme italien, puis après il y a eu la nouvelle vague. Enfin, il y a eu c'était un continent sur lequel le cinéma grouillait, et c'était une alternative au cinéma qui se pratiquait encore aux États-Unis à l'époque, qui était un cinéma de studio, donc qui était un cinéma de producteurs, donc qui était beaucoup plus calibré sur le plan commercial et sans doute moins sur le plan artistique. Et donc c'est de ce cinéma-là et de ces cinémas-là, puisqu'il a été également nourri de cinéastes asiatiques,
que Woody Allen a acquis son amour et sa connaissance du cinéma. C'est important parce que ça explique en grande partie pourquoi il nous parle davantage, sans doute, quelquefois, qu'à des Américains. Parce que si même Woody Allen, même s'il filme New York, il a une façon de regarder New York, sachant que New York, en plus, n'est pas très représentatif des États-Unis, parce qu'on dit toujours, il y a même des gens à New York qui vous disent que New York devrait proclamer son indépendance, parce que c'est pas l'image des États-Unis. New York, c'est un enclos, c'est un microcosme. Et donc, c'est aussi un endroit qui plaît beaucoup aux Européens, parce que c'est un endroit dans lequel on se retrouve. Et de la même façon, tout ça est lié. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la plupart des films, Manhattan, mais il y en a eu plein d'autres, Woody Allen a refusé, alors que le cinéma américain, il se fait à Los Angeles en grande partie quand même. Et Woody Allen est l'un des rares cinéastes américains qui a réussi pratiquement à ne tourner, quand il tournait aux États-Unis, pratiquement qu'à New York. Ça a changé depuis quelque temps, mais pendant longtemps, il n'a tourné qu'à New York. Et quand il allait, d'ailleurs, par exemple, quand on voit un film comme La Rose pourpre du Caire, où il raconte, entre guillemets, l'histoire d'une jeune femme dont il nous explique que c'est en fait une provinciale. Cette jeune femme provinciale, elle est à Brooklyn, en fait. Il faut savoir que c'est quand même... on reste à New York. Mais c'est une autre vision, c'est une autre vision des États-Unis, et c'est très important pour lui, parce que loin de New York, il était un peu loin de ses bases. Alors un jour, on a demandé à Woody Allen de citer la liste de ses films préférés. Et je pense que je vais vous la lire parce que je pense elle va vous en dire, elle va vous déterminer, vous délimiter pourquoi ce cinéaste fait les films qu'il fait. Alors, il y a La Grande Illusion de Jean Renoir, Citizen Kane d'Orson Welles, Le Voleur de bicyclette de Vittorio Psica, Rashomon d'Akira Kurosawa, Le Septième Saut d'Ingmar Bergman, Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick, Les 400 coups de François Truffaut, 8 ennemis et Amarcord de Federico Fellini, qui est le seul cinéaste à être cité 2 fois, et Le charme discret de la bourgeoisie de Luis Buñuel. Donc, quand on regarde cette liste, on voit, elle établit une sorte quand même de hiérarchie un petit peu de ce que pouvait être le cinéma européen dans son esprit. Puisqu'il y a 3 films français, dont un réalisé par Buñuel qui était espagnol, mais bon, son film était français, 3 italiens, dont 2 qui sont signés Fellini, 2 américains, mais bizarrement, il n'y a aucun film muet dans cette liste, et surtout, il n'y a aucune comédie. Ce qui peut paraître bizarre de la part d'un réalisateur qui s'est fait connaître dans le domaine de la comédie, parce que Woody Allen fait ce complexe, on va dire, souvent courant des gens qui font de la comédie, qui considèrent que la comédie, c'est moins bien que le drame. Et donc, même si Woody Allen a une passion pour les Marx Brothers, pour Charlie Chaplin, pour les burlesques de l'âge d'or, il trouve que sur le plan cinématographique, ce sont des cinéastes un petit peu moins importants et moins considérés que les cinéastes que je viens de vous nommer, qui eux sont de purs artistes. Donc il faut voir que c'est un petit peu dans ce contexte qu'il a évolué et qui s'est lancé lui-même dans le cinéma. Mais pour lui, comme pour les autres, quand il a fait Intérieur, pour lui, le summum de la gloire, c'était un peu comme vous savez, il y a beaucoup de comiques dont le rêve absolu est un jour d'arrêter de faire rire. Et en général, c'est compliqué. Il y a une chose qui est très courante aussi chez Woody Allen, qui fait, c'est un peu un de ses, on va dire, un de ses labels, une de ses marques de fabrique, c'est que dans ses films, les gens parlent beaucoup. Les gens parlent beaucoup, ils visitent pas mal d'expositions aussi, ils sont souvent dans des contextes plutôt intellectuels. C'est-à-dire que le nombre de scènes de musée dans les films de Woody Allen, c'est quelque chose d'assez incroyable. Hein. C'est-à-dire que il est là où la culture est. Donc on le voit aussi à l'entrée d'un cinéma, on voit, enfin c'est quelque chose de très courant. Mais il y a une de ces scènes qui est très emblématique, elle se trouve d'ailleurs dans Manhattan, c'est sa première rencontre avec Diane Keaton au musée Guggenheim. Il y a une scène absolument incroyable dans laquelle
il y a un ami de Woody Allen avec lequel il est, qui est interprété par le comédien Michael Murphy, et qui est un ami commun avec le personnage incarné par Diane Keaton, et l'un et l'autre se vantent d'avoir créé une académie des surestimés. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez fou. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi? C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui des yuppies new-yorkais. C'est donc des gens qui sont très très snobs, ils vont voir toutes les expositions qu'il faut aller voir et tout ça. Mais en fait, quand on voit dans le film, en fait, ils voient l'exposition, mais ils ne la regardent pas. C'est-à-dire qu'ils passent dans l'exposition, mais ils discutent et tout ça. Et en fait, ils ont une appréciation des œuvres qui est très... c'est plus, on a l'impression qu'ils sont là plus pour dire qu'ils sont allés visiter la nouvelle expo du Guggenheim que pour goûter vraiment ce qu'ils voient. Et je ne résiste pas au plaisir de vous citer les gens qui mettent dans cette académie des surestimés. Alors ils mettent dedans le compositeur Gustav Mahler, l'écrivain Isaac Dinesen, Carl Jung, Scott Fitzgerald, Norman Mailer, Walt Whitman, Lenny Bruce. Et à un moment donné, il y en a un qui cite Ingmar Bergman. Et c'est le moment où Woody Allen réagit, et là on sent que c'est le personnage, mais c'est surtout Woody Allen, et il dit, à propos d'Ingmar Bergman, c'est le seul génie du cinéma actuel. Et Diane Keaton, qui est présentée comme une femme qui est originaire de Philadelphie, donc Philadelphie, vous imaginez quand on est à New York, hein, c'est la province, c'est très très éloigné, pour Woody Allen, c'est quelqu'un, elle est presque étrangère, quoi. Donc il met ça, elle se défend en disant qu'elle est de Philadelphie, mais c'est assez drôle. Et elle dit à Woody Allen, en essayant de se faire bien voir de lui, elle lui dit « Vous êtes le contraire de Bergman, absolument. Vous êtes l'auteur de fabuleux sketchs télévisés. C'est brillant à hurler de rire alors que lui, il est si scandinave. » Alors c'est drôle parce qu'elle dit « Il est si scandinave » parce que clairement, elle ne sait pas quoi dire. C'est comme ça qu'elle le détermine. Et c'est un petit peu... cette scène, elle donne une idée assez juste de la façon dont Woody Allen considère un petit peu entre guillemets, les intellos new-yorkais et tous ces gens qui ont un vernis de culture, mais qui sont en fait des gens qui veulent briller et qui veulent pouvoir, dans les dîners en ville, étaler leur culture. Il y a, pour revenir à Bergman, je vous parlais tout à l'heure de Guerre et Amour. Il fait dans Guerre et Amour quelque chose d'assez audacieux, c'est qu'il cite Bergman, donc qui est son maître, et il le cite en faisant de l'humour à partir de Bergman. Et ça, c'est quelque chose de très culotté, parce que justement pour lui, l'admiration ne veut pas dire que la personne soit tabou. Il adore Bergman, mais c'est pas parce qu'il adore Bergman qu'il est forcément dans une espèce de recueillement absolu. Il a le droit aussi de montrer les choses tout en s'inspirant de Bergman à sa façon. Et vous allez voir deux extraits d'ailleurs, l'un du Septième Saut. Septième Saut, c'est un film de Bergman qui a été réalisé en 1957. C'est l'histoire d'un chevalier qui, sur une plage, à un moment donné, rencontre la mort. Et la mort, vous allez voir, je vous explique un petit peu avant ce dont il s'agit, parce que le problème, c'est que dans l'extrait que vous allez voir, il y a la moitié des sous-titres qu'on ne peut pas voir. Donc vous allez avoir du mal à comprendre ce qu'il dit. Donc je vous explique en substance de quoi il s'agit. Donc ce chevalier rencontre la mort qui vient le chercher, qui lui dit bah, ça y est, là, le moment est venu pour moi de t'emmener. Et il lui dit eh ben, écoute, on va faire ça aux échecs, on va faire une partie d'échecs, et si je te bats aux échecs, ben, ça veut dire que j'aurai le droit de vivre plus longtemps. Et la mort joue le jeu, il dit bon, ben, très bien, on va jouer aux échecs. Et alors ce qui est amusant, c'est qu'il y a une pièce de Woody Allen, parce que Woody Allen a énormément écrit aussi, et il a écrit une pièce qui s'intitule Le Huitième Saut, qui a été écrite en 1972, et où là, c'est carrément la même histoire, c'est aussi quelqu'un qui est confronté à la mort qui vient le chercher, et là, la différence, c'est qu'il lui propose de jouer au gin rami. Donc là, je vais vous montrer les deux extraits, donc un extrait du Septième Saut, et l'extrait équivalent dans Guerre et Amour de Woody Allen. Bergman? Bergman's the only genius in cinema today, I think. He's a big Bergman fan. Vem är du? Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag. Är du beredd?
Min kropp är rädd. Inte jag själv. Vänta ett ögonblick. Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppskov. Du spelar ju schack, inte sant? Hur vet du det? Ja. Jag har sett det på målningar och hört i visorna. Ja, jag är verkligen en ganska skicklig schackspelare. Du kan ändå inte vara skickligare än jag. Varför vill du spela schack med mig? Det är min sak. Det har du rätt i. Villkoret är att jag får leva så länge jag står dig emot. Spelar jag dig matt, förger du mig. Du fick svart. Det passar ju bäst så. Inte sant? Boys, what happened? I got screwed. Une autre référence qui est très importante chez Woody Allen, notamment au début de sa carrière, c'est Federico Fellini, qui était dans les années 60, à la fin des années 50 et jusqu'à la fin des années 60, au début des années 70 plutôt, il y a deux réalisateurs européens qui ont été extrêmement appréciés aux États-Unis, c'est Ingmar Bergman et Federico Fellini, qui l'un et l'autre ont été nommés à plusieurs reprises à l'Oscar du meilleur film étranger et qui étaient considérés comme la quintessence des cinéastes européens. Ils ont beaucoup marqué évidemment Woody Allen. Woody Allen a cité notamment Fellini dans Celebrity, qui est un de ses films qu'il a consacré justement au monde de tous ces gens qui tournent autour des célébrités hollywoodiennes et toute cette espèce de... Ce que montrait un peu Fellini lui-même, à la fois dans la Dolce Vita et dans 8 et demi, c'est-à-dire cette espèce de monde artificiel qui entourait le cinéma. Dans Annie Hall, il y a une scène qui est très intéressante, c'est qu'il est en train de faire la queue au cinéma avec Diane Keaton pour assister à une séance d'un film de Bergman d'ailleurs, qui est face à face, et il se retrouve confronté à un type qui est derrière lui et qui en fait parle de Fellini. Et vous allez d'ailleurs voir ce que ça donne, et au bout d'un moment, Woody Allen n'en peut plus, parce que l'autre juge Fellini avec le plus grand mépris, enfin se permet de dire, bon, vous allez voir, et à un moment donné, après, à la fin de ce moment, il s'attaque à une autre personnalité qui est le sémiologue Marshall McLuhan, et à la fin de cette scène, Woody Allen, parce qu'il voit que l'autre dit n'importe quoi sur Marshall McLuhan, et il fait un truc dont tout le monde a toujours rêvé, c'est qu'il se retourne et il demande à Marshall McLuhan de venir discuter avec le type pour lui dire qu'en fait il interprète n'importe comment ses théories. Et alors ce qui est marrant, c'est que dans cette scène-là, à l'origine, en fait c'est Fellini qui devait jouer le rôle de Marshall McLuhan. C'est-à-dire que dans cette scène, on aurait dû voir arriver Fellini en personne, qui aurait discuté avec le spectateur en disant qu'il ne comprenait pas ce qu'il disait et qu'il n'était pas d'accord avec lui. Ça, c'est typiquement une mise en abîme et une façon pour lui de déclarer son admiration à Fellini, mais en le faisant, je dirais, de façon un petit peu périphérique et pas directement. Il y a en revanche un moment qui est très important dans l'œuvre de Woody Allen, que vous allez voir maintenant, c'est que il y a un de ces films dont je vous parlais tout à l'heure, qui est Stardust Memories, qui est donc un film sur l'acte de création, dont la première scène est entièrement inspirée de la première scène de 8 et demi de Fellini. Donc vous allez voir successivement ce dont je vous parlais, la fameuse scène d'Annie Hall dans laquelle il parle de Fellini, puis les deux scènes qui commencent les deux films, c'est-à-dire 8 et demi et Stardust Memories. C'est le troisième extrait.
Avvocato, l'ho preso. Ehi! Giù! Vieni giù! Giù definitivamente. We saw the Fellini film last Tuesday. It is not one of his best. It lacks a cohesive structure. You know, you get the feeling that he's not absolutely sure what it is he wants to say. Of course, I've always felt he was essentially a technical filmmaker. Granted, La Strada was a great film. Great in its use of negative imagery more than anything else. But that central cohesive core, you know, that must lead through an artist's work, leading from one to the other. Screaming his opinions in my ear. You understand what I'm talking about? Like all that Juliet of the Spirits or Satyricon. I found it incredibly indulgent. You know, he really is. He's one of the most indulgent filmmakers. He really is. Keyword here and is indulgent. without getting...
Il y a un troisième cinéaste qui est très important pour Woody Allen. Ça paraît moins évident quand on parle de lui en général, et pourtant il a joué un rôle très important, c'est Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock, pourquoi? Parce que c'était surnommé le maître du suspense. Il y a plusieurs films de Woody Allen qui sont ouvertement des films policiers, c'est-à-dire des films dans lesquels il y a une intrigue policière. Le dernier en date, L'Homme irrationnel, est notamment fondé sur ce principe. Mais il y a aussi Meurtre mystérieux à Manhattan, Match Point, Scoop, Le rêve de Cassandre et Magic in the Moonlight. Alors en quoi on voit dans les films de Woody Allen qu'il a été influencé par Hitchcock? Eh bien c'est simplement qu'il a réfléchi sur sa façon de créer du suspense. Il y a des correspondances entre certains films. Par exemple, dans Scoop, à un moment donné, il y a une scène où Woody Allen doit absolument s'introduire dans la cave d'un personnage dont on pense que c'est un assassin. C'est sa cave à vin. Et il y a une scène qui ressemble énormément à celle-là dans Les Enchaînés d'Hitchcock, par exemple. Il y a des influences comme ça qui ne sont pas forcément prépondérantes, mais qui sont importantes parce que, une fois de plus, il a étudié chez Hitchcock cette façon de créer le suspense et surtout cette façon de jouer avec le hasard. Alors il y a une scène qui m'a paru particulièrement intéressante, c'est une scène qu'il y a dans Match Point et qui est la scène en fait qui détermine qui est la scène cruciale du film, par laquelle s'ouvre le film et qui est la scène clé du film. C'est une scène d'une partie de tennis. Or, il y a dans un film d'Hitchcock qui est L'inconnu du Nord Express une autre partie de tennis qui est assez importante pour les mêmes raisons. Et vous allez voir, j'ai choisi deux petits moments du film d'Hitchcock et un moment du film de Woody Allen pour vous montrer à quel point il y a vraiment une correspondance, il y a un écho entre les deux films. Donc c'est le 4e extrait. Yay, Mr. Haynes. Guy Haynes is mighty grim and determined, and he needs but one more game for the entire match. The man who said I'd rather be lucky than good saw deeply into life. People are afraid to face how great a part of life is dependent on luck. It's scary to think so much is out of one's control. There are moments in a match when the ball hits the top of the net, and for a split second it can either go forward or fall back. With a little luck, it goes forward, and you win. Or maybe it doesn't, and you lose. Advantage, Mr. Haynes. Sure must make a lot of that, whatever it is. Game, set, and match, Mr. Haynes. Dans les deux cas, en fait, cette scène sert à introduire une réflexion sur ce que c'est que la chance et sur ce que c'est que le hasard. Dans le film d'Hitchcock, je ne sais pas si vous l'avez vu, parce que c'était peut-être pas très clair, en fait, c'est l'histoire de deux hommes qui se rencontrent dans un train, et il y en a un des deux qui propose, ils ont tous les deux un différend avec quelqu'un, et il y en a un des deux qui propose à l'autre de tuer, que chacun tue la personne avec qui l'autre a un différend. C'est-à-dire que ça sera des crimes parfaits, puisqu'on ne pourra jamais trouver le moindre mobile, puisque celui qui va assassiner n'a pas de lien avec la victime qui est en fait liée à l'autre, et vice-versa. Il se trouve que le premier homme commet le crime,
Et il met du coup au défi le deuxième de remplir sa mission et de commettre l'autre. Sauf que le premier est fou en fait, et que l'autre n'a pas vraiment accepté. Donc il se retrouve obligé de tuer quelqu'un alors qu'il n'a absolument aucune envie de tuer quelqu'un et envie de prendre ce risque. Et vous allez voir que ce thème, il va rejaillir d'une autre façon, je vous laisse la voir, dans L'homme irrationnel, justement. Donc il y a une vraie correspondance dans cette réflexion sur ce que pourrait être le crime parfait, en fait. Et là, dans la scène qu'on voyait, donc il y a deux types qui jouent au tennis, et pendant ce temps-là, il y en a un autre qui a perdu un briquet, et ce briquet, s'il n'arrive pas à le rattraper, ça va être un indice et ça va être une preuve qu'il est passé à cet endroit. Donc c'est là où il faut absolument qu'il récupère le briquet avant la fin du match, d'où le montage en parallèle. Woody Allen a une façon, je voudrais qu'on revienne un petit peu là-dessus, il a une façon de travailler qui est très particulière, mais qui est complètement, je dirais, unique dans l'histoire du cinéma, et surtout dans le cinéma moderne, et surtout dans le cinéma américain. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui arrive à faire un film par an, ce qui, je vous le disais, est un rythme extrêmement rapide, parce que parallèlement à ça, il lui arrive de jouer dans des films des autres, il lui arrive de jouer en concert de la clarinette, il a même fait des tournées en Europe, enfin, il a beaucoup d'autres activités, il écrit des pièces de théâtre, il écrit des articles, il fait la promotion de ses films. Il faut savoir qu'assurer la promotion d'un film, c'est quelquefois aller dans plein de pays étrangers pour donner des interviews et tout ça, et ça prend beaucoup de temps. La particularité de Woody Allen, c'est que c'est un cinéaste qui n'a aucun problème pour monter financièrement ses films, parce que c'est un cinéaste qui ne coûte pas extrêmement cher et qui est à peu près aujourd'hui rentable, alors qu'il ne l'a plus été pendant toute une période où il est allé en Europe, puisqu'il est allé, comme je vous le disais, vers le public qui en fait lui ménageait ses plus grands succès. Il y a une des particularités de Woody Allen, elle réside dans ses génériques. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais tous les génériques des films de Woody Allen sont quasiment identiques. C'est-à-dire qu'il a utilisé en fait une typographie en fait, qu'il utilise depuis Annie Hall en 1977. Et c'est un jour, on raconte qu'il était dans un restaurant et qu'il a croisé un typographe qui s'appelle Ed Ben-Ghiat et qui lui a conseillé une typographie, une police qui s'appelle la Windsor, qui a été créée en 1903 pour une fonderie anglaise. Et depuis, Woody Allen utilise systématiquement cette typographie pour ses génériques, et c'est à ça qu'on les reconnaît. Alors là, je n'ai pas résisté au plaisir de vous montrer le générique d'Annie Hall. À noter que la plupart des génériques dans lesquels il utilise cette typographie en fait sont sur fond noir et écrits en blanc. Ça c'est un des rares où il y a de la fantaisie, et il y a d'ailleurs aussi de la fantaisie sur celui de son dernier film, comme vous verrez. Il y a également dans ces génériques une autre particularité, c'est la musique de jazz, puisque Woody Allen est un admirateur éperdu du jazz, et du jazz des années 30 à 50, qui a bercé son enfance, sa jeunesse, et tout ça. Il écoutait la radio, et maintenant il a utilisé jusqu'à une certaine époque, jusqu'au début, à la fin des années 70, il
collaborait avec des compositeurs qui étaient en fait plutôt des arrangeurs d'ailleurs que des compositeurs, qui utilisaient des morceaux préexistants, et depuis il n'utilise pratiquement que de la musique qui existe déjà, donc qu'il puise dans sa propre discothèque, parce qu'il y a une discothèque absolument hallucinante. Il y a une autre raison pour laquelle Woody Allen utilise ce générique qui est toujours le même, qui est très simple, c'est qu'à l'époque, en fait, il s'est rendu compte, quelqu'un lui avait fait remarquer que quand on faisait un film dans les années 70, les studios dépensaient une somme qui était loin d'être négligeable pour le générique. C'était la mode des génériques un peu tape à l'œil, il y avait eu évidemment sans parler de James Bond ou de La Panthère Rose, il y a beaucoup de génériques qui étaient assez spectaculaires, et Woody Allen s'est dit, tout l'argent qu'on économise sur le générique, on va l'utiliser pour le film. Donc c'est aussi une autre façon de faire des économies. Dans Manhattan, il y a une particularité, alors je ne sais pas si, à propos du générique de Manhattan, j'aimerais bien savoir si quelqu'un a remarqué une particularité, parce qu'il y a une particularité vraiment qui est très frappante. Oui? Non? Vous n'avez rien remarqué? Oui, j'ai entendu? Oui, effectivement. En fait, c'est la particularité de Manhattan, c'est que le titre apparaît, mais en fait, c'est juste un logo sur un parking. Justement, là, il avait trouvé le moyen de faire encore plus d'économies. Sur le plan de la musique, avant d'utiliser des standards de jazz, pour ses premiers films, en fait, Woody Allen a collaboré avec un compositeur qui s'appelle Marvin Hamlisch, qui est un compositeur qui allait bien en plus au cinéma de comédie, qui faisait une sorte un peu de ragtime. Le ragtime étant, on pourrait dire, une forme un petit peu particulière, je dirais un épiphénomène du jazz. Et surtout, il y a un film qui est très particulier, c'est Woody et les robots, c'est-à-dire c'est le film qu'il a tourné avant Guerre et Amour, qui est un film de science-fiction. Et la particularité, c'est que la musique a été composée et interprétée par une formation musicale qui s'appelle The Preservation Hall Jazz Band, dans laquelle jouait Woody Allen et qui était dirigé par un monsieur qui s'appelle Eddie Davis, qui est le musicien qui dirige la formation avec laquelle se produit Woody Allen aujourd'hui quand il fait des tournées en Europe. Donc là non plus, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer la bande-annonce de Woody et les robots, mais c'est surtout de vous demander de l'écouter, parce que là, sachant que Woody Allen participe à la musique et joue dans cette musique originale. Excuse me, Mr. Allen? Is that your new movie you're working on? This, no. I'm a clarinet player in 1973. I go into the hospital for a lousy operation. I wake up 200 years later and I'm Flash Gordon. What's the name of the film? The name of the film is Sleeper. Basically, it's an intellectual film. Most of the scenes in it are of a cerebral, almost didactic nature, and there's very little overt comedy in the film. What type of role do you play? I play a generally calm, subdued, in control leading man. It's a dignified role. You want the alien? You won't give me away, will you? You're a nice person. I knew I could count on you. What's Sleeper about? Sleeper's a highly charged, emotional love story that's tender and romantic. I hate you! Try not to get upset. That is between myself and Diane Keaton. I'm Luna! Luna, remember? Luna! Your name is not Luna, is it? I chose Diane because she's a very beautiful actress. I wanted to make use of the natural qualities in her face. She's kind of graceful, and there's a certain animal intelligence about her that we utilize throughout the film. It's hard to believe that you haven't had sex for 200 years. 204 if you count my marriage. There's no violence in the film at all. It's a quiet, easy piece of family entertainment.
Will there be a special price for children? No, but anyone accompanied by an incoherent person gets in for half price. Woody Allen and Diane Keaton in Sleeper, a love story about two people who hate each other 200 years in the future. Le jazz est donc une musique qui est vraiment constitutive de l'œuvre de Woody Allen, et Eddie Davis, donc le monsieur dont je vous parlais, qui dirigeait la formation qui a fait la musique de ce film et avec laquelle se produit Woody Allen, est quelqu'un qui connaît depuis des années, qui est un joueur de banjo au départ, et qui a notamment enregistré plein de disques de vieux standards américains dans lesquels Woody Allen joue, mais il n'est même pas édité sur les pochettes. C'est des disques qui ont été édités à compte d'auteur aux États-Unis. Il en a édité une douzaine comme ça, et c'est assez étonnant parce qu'on a l'impression de disques qui ont été enregistrés il y a 50 ans, quoi. Alors il y a un jazzman que Woody Allen vénère par-dessus tous, c'est le clarinettiste et saxophoniste Sidney Bechet, parce que c'est par lui qu'il a découvert le jazz, en fait. Quand il était enfant, il écoutait beaucoup la radio, comme on le voit dans un de ses films d'ailleurs, Radio Days, et la musique qu'on entendait à l'époque, c'était le jazz. Et Sidney Bechet, qui avait la particularité d'être un jazzman américain qui a beaucoup vécu en France, qui s'était également, on va dire, exilé, c'est lui qui l'a vraiment initié au jazz. Il a d'ailleurs avoué en 2014, donc l'an dernier, qu'il rêvait un jour de pouvoir consacrer un biopic, c'est-à-dire un film sur la vie de Sidney Bechet. Sachant que les deux seuls biopics qui est réalisé à ce jour, Woody Allen, sont Zelig, qui est l'histoire d'un homme caméléon qui n'a jamais existé, et Accords et désaccords, dans lequel il raconte l'histoire d'un musicien de jazz qui aurait été soi-disant le grand rival de Django Reinhardt. On peut imaginer que là, il fera quelque chose, s'il le fait un jour, d'un petit peu plus sérieux. Il aime d'ailleurs tellement Sidney Bechet que Woody Allen a adopté en 1998 une petite fille qu'il a appelée Bechet du Maine, c'est son prénom. Et 2 ans plus tard, il en a adopté une autre, qu'elle il a appelée Manzi Tio. Manzi Tio étant un hommage à un monsieur qui s'appelle Manzi Johnson, qui était un batteur qui était célèbre pour avoir joué dans la formation de Sidney Bechet. Donc ces enfants vont perpétuer l'amour de Woody Allen pour Sidney Bechet. Comme vous avez vu dans le générique de ce film, et puis vous avez vu à la fin de Manhattan, en fait, une des particularités aussi de Woody Allen, c'est de travailler avec une équipe qui est très fidèle. Il a toujours les mêmes, on voit toujours les mêmes noms au générique. On a même l'impression quelquefois que c'est peut-être le générique du film précédent qu'on a collé par erreur sur le suivant. Et c'est assez étonnant parce que si on regarde par exemple les chefs opérateurs, c'est le monsieur qui fait la lumière d'un film, donc c'est le regard du film, c'est l'œil du film, c'est celui qui détermine la lumière, qui détermine le look. Et là, c'est très flagrant parce qu'il a changé beaucoup, le chef opérateur, mais il a une fidélité. Évidemment, comme il a fait une 50aine de films, il a pu en faire plusieurs avec chacun d'eux. Et par exemple, il a fait 12 films avec un Italien qui s'appelle Carlo Di Palma. Carlo Di Palma, c'était, là encore, c'est pas un hasard, c'était le chef opérateur de Michelangelo Antonioni. Et Woody Allen ne parle pas italien, comme vous pouvez l'imaginer. Et pourtant, il a réussi à faire 12 films avec ce monsieur parce qu'il considère que le cinéma est un langage universel et qu'il n'y a pas besoin de parler la même langue pour pouvoir communiquer. Et c'est comme ça qu'il a fait, alors il a fait des films avec évidemment avec des Américains, hein. Gordon Willis qui a fait notamment la photo de Manhattan, mais par exemple il a travaillé avec un chef opérateur français qui s'appelle Darius Khondji, avec lequel il a fait ses derniers films, notamment L'Homme irrationnel, et qui est lui français d'origine iranienne. Donc là encore, il a fait appel à quelqu'un qui n'est pas de son univers,
qui n'est pas de sa langue, mais parce que il a estimé qu'il avait besoin, sur le plan esthétique, d'avoir... c'est important pour un... François Truffaut disait toujours que tout le monde pouvait être réalisateur, parce qu'on n'a pas besoin de connaître la technique, puisque dans chaque domaine artistique, de toute façon, on fait appel à quelqu'un dont c'est le métier. Donc vous n'avez pas besoin de savoir éclairer un film pour travailler avec un chef opérateur. C'est le chef opérateur, vous lui dites ce que vous voulez, il le fera. Et il a travaillé également avec un Suédois, donc là c'est encore plus compliqué, qui s'appelle Sven Nykvist. Et Sven Nykvist, comme vous le savez sans doute, c'était le chef opérateur de Bergman. Donc là, il a notamment éclairé Une autre femme, Crimes et délits et Celebrity. Et puis, alors là, on touche, alors là vraiment... je dirais à l'irrationnel, pour revenir à l'homme irrationnel. Il a fait 3 films avec un chef opérateur chinois qui s'appelle Zhao Fei. Il s'agit d'accords et désaccords, escrocs mais pas trop, et le sortilège du scorpion de jade. Et ce chef opérateur chinois, en fait, qui ne parlait pas un mot d'anglais, donc je vous laisse imaginer que Woody Allen ne parlait pas un mot de chinois, c'était le chef opérateur de Zhang Yimou. Donc Woody Allen fonctionne aussi beaucoup comme ça, c'est-à-dire qu'il a envie de faire appel aux gens qui travaillent avec les gens qu'il admire. Et après, peu importe. Et il a expliqué d'ailleurs à propos de sa collaboration avec ce chef opérateur chinois que le fait de ne pas pouvoir communiquer directement n'avait eu aucune importance puisque de toute façon, il se comprenait. C'est-à-dire qu'il lui montrait des choses, il lui montrait des dessins, il lui montrait des photos, il lui montrait des lieux, il lui montrait des tas de sources d'inspiration et l'autre les traduisait en images. Et ça allait très bien à Woody Allen. Et ce qui est assez étrange, c'est que malgré ces passages d'un chef opérateur à l'autre, il y a une unité dans les films de Woody Allen. Il y a quand même une vraie cohérence esthétique. Il a également beaucoup travaillé avec toujours les mêmes décorateurs, les mêmes costumiers, c'est très important, les mêmes monteurs. Alors les monteuses, il a quasiment fait tous ses films avec 2 monteuses, c'est-à-dire que c'est deux monteuses dont une était l'assistante de son premier monteur. C'est dire à quel point il a besoin d'avoir des repères, parce que le montage, c'est le moment, quand on tourne un film, c'est le moment où le film prend sa forme, et le monteur, c'est quelqu'un qui doit connaître bien le réalisateur pour anticiper sur sa vision. C'est-à-dire que Woody Allen n'est pas quelqu'un... Woody Allen n'est pas un cinéaste qui est célèbre pour la virtuosité de ses mouvements de caméra, pour c'est pas Martin Scorsese justement, c'est pas Federico Fellini, c'est pas quelqu'un qui attache une importance énorme à la façon de filmer. Pour lui, l'idéal, c'est qu'on voit les gens qui parlent, en gros. Parce que chez Woody Allen, les gens parlent beaucoup, donc c'est important. Alors tout à l'heure, effectivement, l'extrait de Stardust Memories, c'était l'extrême de l'esthétisme selon Woody Allen. Manhattan, il y a une photo qui est absolument magnifique, mais il n'y a pas des mouvements de caméra exceptionnels et tout ça. Et donc ça veut dire que ce qui est important pour lui, c'est que le message de son film, c'est-à-dire que l'histoire, que le travail des comédiens soit le mieux servi de façon possible. Et c'est pour ça que le travail de la monteuse, parce que c'est souvent une femme avec laquelle il collabore, est fondamental, parce qu'il faut que ce soit quelqu'un qui connaît bien et qui sait pourquoi il a fait tel ou tel plan et comment il va s'insérer dans le film. Donc c'est vraiment, dans la mesure où Woody Allen est quelqu'un qui tourne beaucoup, ça veut dire que c'est quelqu'un aussi, parce qu'il y a une particularité dont on n'a pas parlé, c'est que Woody Allen est depuis des années le seul scénariste de ses films. Donc ça veut dire qu'il consacre un temps chaque année à écrire des scénarios, un temps à préparer le tournage, un temps à tourner le film, et puis un temps à le monter. Mais parallèlement, il est déjà sur le film d'après. Là, au moment où on vous parle, son nouveau film sort, il est en train de terminer le suivant. Donc c'est un rythme qui peut paraître effréné, mais en fait qui gère de façon extrêmement raisonnable, c'est cadré. Il a même, depuis très longtemps, il a une particularité, c'est que, comme vous le savez sans doute, quand on fait un film, il y a toujours un moment, il y a une partie du budget qui est consacrée à ce qu'on appelle les retakes. Les retakes, c'est quoi? C'est quand vous avez raté des prises au moment du tournage et qu'il faut les retourner. En général,
Ça veut dire que vous tournez un film, par exemple, il tourne souvent fin d'été, début automne, et ben si ça se trouve, au mois de décembre ou de janvier, il va être obligé de retourner quelques plans, mais c'est compris dans le budget. Et ça veut dire que c'est encore du temps à consacrer. Et Woody Allen a cette particularité qu'il a même été plus loin que ça, puisqu'il a tourné un film qui s'appelait September, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, qui est un film extrêmement dramatique. Et quand il a eu tourné le film, il l'a monté intégralement, et quand il a eu tourné le film, il l'a regardé, et là il a décidé que ce n'était pas du tout le film qu'il voulait. Et il l'a retourné intégralement à ses propres frais avec d'autres acteurs. Donc il existe deux versions de September, la première n'a jamais été montrée à personne, personne n'a jamais vu, et ça veut dire qu'il a quand même fait deux films pour le prix d'un, quoi. Il n'y a pas beaucoup de cinéastes qui font ça, quoi. Et en plus, on ne peut pas compter sur lui pour vous montrer un jour des extraits en bonus, puisque Woody Allen a cette particularité aussi d'avoir une vision extrêmement sévère de son métier et qui refuse qu'il y ait des bonus qui accompagnent le DVD de ses films. Il refuse de faire les commentaires, de montrer les making-of, tout ce que font la plupart des réalisateurs, ça ne l'intéresse pas. Et il prétend même ne jamais revoir ses films. Donc tout ce qui est fait n'est plus à faire, mais en revanche, pas question de repasser là où on est déjà passé. Parmi les règles que s'est imposé Woody Allen, outre le fait effectivement de refuser de concourir dans les festivals internationaux, il a quelques règles de conduite auxquelles il s'astreint lui-même depuis quelques années. Par exemple, vous remarquerez qu'au générique de ses films, au début, les acteurs sont toujours mentionnés dans l'ordre alphabétique, et pas dans l'ordre de l'importance de leur rôle. Alors ça tombe bien, lui il s'appelle Woody Allen, il est souvent en premier. Mais il y a peu de cinéastes qui travaillent comme ça, et surtout il y a peu de cinéastes qui font venir des acteurs très connus, parce que Woody Allen fait dans tous ses films à des acteurs extrêmement connus, et il arrive à faire accepter à ces acteurs que leur nom ne soit pas dans l'ordre du générique. Quand on sait ce que c'est important, par exemple à Hollywood, c'est un exploit. Et le deuxième exploit qui est lié à ça, c'est que dans un film de Woody Allen, tous les acteurs, enfin les acteurs qui ont des rôles conséquents, sont payés au même prix. Ils sont payés au même prix à la journée de tournage. Donc quand vous appelez Joaquin Phoenix, ou je ne sais pas qui ici qui aurait voulu jouer dans un film de Woody Allen, il sera payé la même chose. Donc c'est bon à savoir. Une autre chose qui fait que Woody Allen arrive à tourner à un tel rythme, c'est qu'un des principaux problèmes du star system, et notamment aux États-Unis, c'est que les acteurs ne sont jamais libres. C'est-à-dire que si vous voulez faire un film avec Dustin Hoffman en disant tiens on va tourner en mars prochain, il y a de fortes chances que Dustin Hoffman se soit déjà engagé. Alors ce que fait Woody Allen, quand un acteur n'est pas libre, il en prend un autre. Et il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui font ça quand même. Et il y a une autre particularité, ça il m'avait raconté ça à propos de Harry dans tous ses états, dans lequel il joue le rôle principal. Et en fait c'est un film dans lequel à l'origine il avait demandé à Dustin Hoffman justement, Dustin Hoffman n'était pas libre, il fallait tourner le film, il a joué le rôle. Et alors ce qui est drôle, parce qu'il y a certains films où on dit, oui, on voit qu'il avait été écrit pour lui et tout, mais lui, il maintient quand même que si ça avait été Dustin Hoffman, ça aurait été meilleur. Une autre chose importante, qu'on voit notamment en vidéo, Woody Allen a une vision, comme je disais, très très stricte de son art. Il ne considère pas qu'il va laisser un héritage phénoménal sur le plan artistique à la société, mais en revanche, il n'a pas envie d'être trahi. Et donc, il a réussi à imposer deux choses qui sont très très rares, pareil aux États-Unis, c'est que quand ces films sont montrés dans les avions, ils ne sont jamais coupés. Or, il faut savoir que la plupart des films qui sont projetés dans les avions par les compagnies aériennes sont remontés par les gens qui gèrent les films à bord pour pas qu'il y ait de scènes qui puissent faire peur. Par exemple, il est très rare que dans un avion, vous puissiez voir un film dans lequel il y a une scène dans laquelle un avion s'écrase. Voilà. Mais pourquoi on peut très bien programmer des films dans lesquels il y a une scène dans laquelle il y a un avion qui s'écrase, sauf qu'il la coupe. Voilà. Et les films doivent durer, pas excéder 2 heures et tout ça. Mais dans le cas de Woody Allen, il a accepté de vendre ces films qu'à la condition qu'ils soient montrés tels qu'ils ont été faits. C'est-à-dire que non seulement on respecte leur longueur, mais en plus on respecte leur cadre,
Alors il y a une technique qui s'appelle le pan and scan, qui a été beaucoup utilisée en vidéo au début de la vidéo, qui consistait, quand vous aviez, par exemple, les 7 mercenaires, quand vous voyez les 7 mercenaires à la télévision, en général ils étaient 4, parce que ceux qui étaient sur les côtés, on ne les voyait pas. Et bien dans les films de Woody Allen, et ben, il y a les 7 mercenaires, mais il y a une bande en haut et une bande en bas, des bandes noires. C'est-à-dire qu'il a réussi à imposer ça, ce qu'on appelle le letterbox, c'est une technique qui est utilisée en vidéo, mais il n'y a pas beaucoup non plus de réalisateurs qui ont réussi à imposer ça. Alors, il y a des films dans lesquels il n'y a pas Woody Allen, et dans lesquels on a l'impression qu'il y a Woody Allen. Alors, c'est ça qui est assez étonnant. Il y a notamment, je pense, un film qui s'appelle Anything Else, La vie et tout le reste. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, dans lequel, alors là c'est assez particulier, parce que le personnage principal est joué par un comédien qui s'appelle Jason Biggs, qui est un jeune homme qui a, je sais pas, il avait une trentaine d'années à l'époque, et il a pour mentor un personnage joué par Woody Allen. Mais ce qui est très étonnant quand vous voyez le film, c'est que le personnage de Jason Biggs, il joue comme Woody Allen. Donc c'est assez marrant parce qu'il y a un autre film qui s'appelle Whatever Works, qui est joué par un acteur qui s'appelle Larry David. C'est un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et quand vous regardez, Larry David, il joue exactement comme Woody Allen. Donc quand je vous disais que Woody Allen n'est pas un personnage n'est pas un acteur de composition, en revanche, ce qui est assez étonnant, c'est que quand il écrit des films, quelquefois, eh bien, il y a des personnages qui le veuillent ou non, qui quand ils jouent, eh ben, font penser à Woody Allen. C'est aussi le cas de John Cusack dans Coup de feu sur Broadway ou de Kenneth Branagh dans Celebrity, qui ont à un moment ou à un autre des mimiques ou des façons de jouer ou des façons de parler. Alors ça tient aussi évidemment au dialogue et puis à la façon de beaucoup verbaliser tout. Chez Woody Allen, ce qui est, comme vous l'avez remarqué évidemment, la parole est très importante. Et c'est vrai, comme il écrit les dialogues, quand ils sont mis dans la bouche d'un autre, bah, forcément, ça fait à un moment donné, on se dit, tiens, ça pourrait être Woody Allen. Vous le verrez d'ailleurs si vous allez voir L'homme irrationnel. Alors là, Joaquin Phoenix, on n'a pas vraiment l'impression que ce soit là, mais il y a plein de points communs, en tout cas dans la façon de penser, dans ce qu'il dit évidemment, avec ce qu'on voit dans les autres films de Woody Allen. En plus, il s'agit d'un professeur de philo, donc je vous laisse imaginer qu'il parle beaucoup. Alors sur le plan philosophique, si on voulait chercher à classer Woody Allen, on pourrait dire que c'est un péripatéticien. Quand je dis un péripatéticien, c'est pas au sens péripatéticienne au masculin, c'est au sens des disciples d'Aristote qui avaient la particularité d'enseigner tout en marchant. Dans les films de Woody Allen, il y a une situation qu'on retrouve extrêmement régulièrement, c'est le fait que les personnages, bon alors les personnages parlent beaucoup, mais ils parlent beaucoup en marchant. Alors il y a quelques gimmicks, il y a quelque chose, je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de scènes qui se passent dans des musées, il y a beaucoup de scènes qui se passent à des terrasses de café ou dans des restaurants, bon ça c'est plus classique, mais le fait que les gens marchent en parlant et surtout en faisant le monde, ça c'est une particularité quand même de Woody Allen. Et il arrive même encore plus, et là c'est encore plus étonnant, il arrive même dans certains films que les personnages nous parlent directement. C'est une chose qui a été... Woody Allen a cette particularité quand il a fait La Rose pourpre du Caire, qui est un film qui a un concept très fort, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va au cinéma, qui est en province, elle va tout le temps voir le même film, et puis à force de voir le même film, à un moment donné, il y a un des personnages du film qui se met à lui parler. Et puis, tant et si bien qu'elle retourne tous les jours et tout, puis à un moment donné, il descend de l'écran. Et puis à un moment donné, c'est tous les personnages du film qui commencent à parler, parce qu'il lui reproche d'avoir fait sortir de l'écran le personnage. Donc c'est un concept qui est absolument abyssal, qui est absolument incroyable. Mais là encore, il y a un rapport au spectateur, parce que vous êtes dans la salle, donc vous regardez ce film dans lequel il y a une femme qui est dans une salle et qui regarde un film dans lequel il y a quelqu'un qui sort de l'écran. C'est vraiment une mise en abîme assez stupéfiante quand même. Il y a une dernière chose, je vous disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de films dans lesquels Woody Allen est utilisé comme acteur, dans lesquels on a vraiment l'impression
que les gens lui demandent d'être Woody Allen dans un de ses films, justement ces films dans lesquels il ne joue plus lui-même, parce qu'il ne joue plus de moins en moins dans ses propres films. Et il y a un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Apprenti Gigolo, qui a été réalisé par John Turturro, je ne sais pas si vous avez vu ce film, et dans lequel il conseille, il est fleuriste, et il se rend compte qu'il y a un type qui est John Turturro, qui est un type qu'il connaît assez bien, qui a beaucoup de succès avec les femmes, et il devient en fait son Mac. Et vous allez voir, j'ai fait un petit montage de quelques scènes qui vont vous montrer à quel point, dans les films les plus inattendus peut-être, il y en a certains qui sont pas attendus, enfin qui sont très connus, et ben justement il y a ces points d'ancrage, il y a ces similitudes qui reviennent d'un film à l'autre. Voilà, c'est le 7e extrait. Dialogue in fiction has two functions. In the novel, to be read to oneself as voices in the mind, and in scripts and in plays, to be read out loud. So that what we're really talking about here is the two aspects of the consciousness of words, internal and meditative in the novel, and external and expressive in the drama and in film. Why would you want to hear my story? Do we know each other? Do we like each other? Let me tell you right off, okay? I'm not a likable guy. Charm has never been a priority with me. And just so you know, this is not the feel-good movie of the year. So if you're one of those idiots who needs to feel good, go get yourself a foot massage. I tell you. Today I was at my dermatologist. She tells me she was with her girlfriend. They came to the conclusion that they both wanted to have a menage. She asked me, do I know anybody? I was thinking of you. Me? I am not a beautiful man. You have a certain kind of sex appeal. Are you on drugs? Apart from my Zoloft, no. No. You do this often? No. It's like candy, having sex with you. You're top shelf, hard to reach. That's what makes you so good. How many times did you do it with her? More than once? Mm-hmm. I'm very impressed. This makes it official. I'm your hoe. Are you not? Yes, Jade. Peter. Oh, yes. What did you want to tell me? Is the greater painter. Paris in the summer. What it must have been like to sit opposite one's lover at Maxime's in its best time. I'm in love with an American writer I just met named Jill Pender. That immediate magic one hears about happened to me. I know that both Picasso and Hemingway are in love with me, but for whatever inexplicable reason the heart has, I am drawn by Jill. Perhaps because he seems naive and unassuming. As always in this sad life, he's about to marry a woman named Inez. I had a dream where he came to me and brought me a little gift, earrings they were, and we made love. See kids tossing a ball. Does it ever make you miss spring training? All right. I have never played for the Yankees. Look at that guy. There's Mr. in the pink, Mr. Miami Beach there, you know? He's just come back from the Gin Rummy finals, I think, where he's placed third. Isn't it beautiful out? Yeah, it's really so pretty when the light starts to come up. I know. I love it. Boy, this is really a great city. I don't care what anybody says. It's just really a knockout, you know? Je suis désolé pour la qualité des extraits qui n'est pas toujours extraordinaire. Hein. Et surtout pour l'absence de sous-titres. Vous avez compris le concept, j'imagine, c'est qu'il y a beaucoup de bancs dans les films de Woody Allen. Voilà. Une dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que Woody Allen est attaché à un attachement viscéral à Manhattan et à New York,
mais il n'a pas qu'un attachement viscéral à Manhattan. Il y a quelque chose de très important dans ces films, et je crois vous allez voir, j'ai mis bout à bout 3 extraits de films qui vont vous montrer ce que serait l'idéal pour Woody Allen, de l'endroit, de comment serait la vie idéale. Voilà, c'est le 8e extrait. Chapter 1. He adored New York City. He idolized it all out of proportion. No, make that, he romanticized it all out of proportion. Better. To him, no matter what the season was, this was still a town that existed in black and white and pulsated to the great tunes of George Gershwin. Now, let me start this over. Chapter 1. He was too romantic about Manhattan, as he was about everything else. He thrived on the hustle-bustle of the crowds and the traffic. To him, New York meant beautiful women and street-smart guys who seemed to know all the angles. No, corny, too corny for a man of my taste. Let me try and make it more profound. Chapter 1. He adored New York City. To him, it was a metaphor for the decay of contemporary culture. The same lack of individual integrity that caused so many people to take the easy way out was rapidly turning the town of his dreams and... No, it's going to be too preachy. I mean, let's face it, I want to sell some books here. Chapter 1. He adored New York City, although to him it was a metaphor for the decay of contemporary culture. How hard it was to exist in a society desensitized by drugs, loud music, television, crime, garbage. Too angry. I don't want to be angry. Chapter 1. He was as tough and romantic as the city he loved. Behind his black-rimmed glasses was the coiled sexual power of a jungle cat. Oh, I love this. New York was his town, and it always would be. York was the most beautiful in the fall. What I really meant was the winter.
I mean, at least when it snows, because under a blanket of snow, New York City is truly gorgeous and surprisingly peaceful. You know, when Christmas comes, we don't, we're not the kind of family that hangs stockings or sings carols. We don't, like, have a goose or anything. What we do is we head right for Paris and we spend our Christmas holiday at the Ritz. Voilà, c'est à peu près le paradis selon Woody Allen. Une dernière chose avant de vous quitter, la fameuse scène du banc de Manhattan que vous avez vue a été tournée dans un endroit très très particulier de New York qui s'appelle Roosevelt Island, qui est une île à l'intérieur de Manhattan, à laquelle on accède par un téléphérique. Et pour la petite histoire, ce plan a été tourné à 5 h du matin et il n'y avait absolument pas de banc, c'est l'équipe qui a apporté le banc. Donc voilà, c'est comment on a fait naître une légende de New York à partir de quelque chose qui n'existe pas.